À la une de l'actualité, la réponse de Roch-Marc Christian Kaboré à Emmanuel Macron. Nous avons réellement des choses à clarifier, a dit le président du Faso ce matin, en réaction aux déclarations du président français qui invite les chefs d'État du G5 Sahel à jouer franc jeu dans le cadre de la coopération militaire qui lie leurs pays respectifs à l'Hexagone. Après 10 années d'attente, un ouf de soulagement pour la région du Plateau central. Le centre hospitalier régional ouvre enfin ses portes. L'infrastructure d'une capacité d'accueil de 300 lits a été inaugurée ce matin en présence du chef de l'État. Bénévoles jusque dans les veines, les volontaires donnent un peu de leur sang pour sauver des vies. C'est une initiative de l'ONG Save the Children à l'occasion de la célébration ce jour de la Journée internationale du bénévolat. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Le 16 décembre prochain, les présidents du G5 Sahel devront dire clairement si oui ou non ils ont besoin du soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme. Face à la montée en puissance du sentiment anti-armée française, notamment au Mali et au Burkina Faso, Emmanuel Macron veut prendre ses responsabilités et appelle ses pairs du G5 Sahel à faire de même. L'entrevue du 16 décembre voulue par le président français se veut donc une rencontre de clarification des différentes positions. Interpellé sur la question ce matin, le président du Faso dit être sur la même longueur d'onde, mais préfère pour l'heure ne pas faire d'appréciation de fond. Nous écoutons Roch-Marc Christian Kaboré au micro de Rémi Lambert-Nibier. Je pense que nous avons été invités à discuter. Lorsque nous aurons fait de discuter, je vous dirai donc notre point de vue sur cette question-là. En tout état de cause, je voudrais dire qu'il est certain que de part et d'autre, nous avons des choses à clarifier dans nos relations. Et de ce point de vue-là, je ne vais pas m'hasarder à répondre à un contenu dont je n'ai pas encore la quintessence. Le président du Faso s'exprimait à Zignaré à l'issue de la cérémonie d'inauguration du CHR du Plateau central. L'infrastructure d'une capacité d'accueil de 300 lits a coûté la bagatelle de 15 milliards de francs CFA à l'État burkinabé et à ses partenaires que sont la BADEA et le fonds de l'OPEP. Et il aura fallu 10 ans pour que le projet soit une réalité. Rémi Lambert-Nibier. D'une capacité d'accueil de 300 lits extensible à 350 lits, ce tout nouveau centre hospitalier régional de Zignaré est composé de 32 bâtiments et est construit sur une superficie totale de 50 hectares. Il est doté de toutes les commodités et compartiments de soins de spécialité qui font de lui une référence pour les 175 formations sanitaires de la région du Plateau central. 7 blocs opératoires, une salle d'informatique, un bâtiment administratif, une indépendance en eau et énergie, 2 ambulances et un minicar. Bref, l'inauguration de ce joyau de 14 milliards 600 millions de francs CFA environ est saluée par le président du Faso. Qui est quelque chose qui était très attendu. Comme vous le savez, en matière de santé, il n'y a jamais de succès complet. Nous devons nous battre quotidiennement pour que les populations aient les soins de santé de qualité. Que nous essayons de rapprocher autant que cela peut se faire les centres de santé et les populations. Un hôpital, c'est des infrastructures, mais c'est également du personnel dévoué qui doit être au service des malades. Je voulais dire simplement aux populations de Zignaré de veiller à bien entretenir cet hôpital. Entièrement équipé, l'entrée en service du CHR de Zignaré va réduire davantage la distance d'accès aux services de santé par les populations du Plateau central. La ministre de la Santé promet son fonctionnement optimal pour répondre aux attentes. Pour le moment, je peux dire que dès l'ouverture, tous les services pourront être fonctionnels. Nous avons un petit souci du côté de la chirurgie, mais on s'attelle à ce qu'il y ait des chirurgiens très bientôt au niveau de ce centre. Vous voyez, il y a 7 blocs opératoires et donc nous allons nous atteler à ce qu'il y ait des anesthésistes et des chirurgiens. En ce qui concerne les anesthésistes, nous avons 27 anesthésistes
pour le moment pour tout le Burkina Faso. Donc il faut qu'on puisse faire une répartition parcimonieuse et pertinente pour que chaque Burkinabé qui a droit, qui a besoin de soins chirurgicaux puisse avoir leurs soins. Les autorités locales sollicitent par ailleurs l'érection de ce centre hospitalier régional en centre hospitalier universitaire. Le souhait de la transformation du CHR en CHU a été entendu. Nous avons déjà engagé des discussions avec les partenaires qui ont participé à cette réalisation, notamment la BADEA et le fonds de l'OPEP, et ils sont engagés à pouvoir poursuivre les travaux pour que bientôt nous puissions transformer le CHR en CHU. Le président du Faso a tenu à rendre hommage à l'architecte de ce CHR de Zignaré, Feu Wango-Pierre Sawadgo, pour la qualité de son œuvre aux normes et standards internationaux. La qualité des services de santé prénatale, de planning familial et de lutte contre le paludisme se verra renforcée au Burkina Faso. C'est le ministère de la Santé et l'ONG Terre des Hommes Lausanne qui donnent cet espoir. Un projet basé sur le e-diagnostic est en cours d'implémentation. Edwige Sanou, Rémi Lambert-Nibier. Le projet intégré e-diagnostic approche IDA, mis en œuvre par la Fondation Terre des Hommes, Lausanne, veut ancrer davantage la méthode e-santé dans le système sanitaire burkinabé. Grâce à la digitalisation des protocoles médicaux, le projet IDA devra permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients en matière de santé prénatale, de planning familial et de lutte contre le paludisme. Spécifiquement, il s'agira de développer un logiciel pour pouvoir mettre à la disposition des agents de santé au niveau périphérique, dans les centres de santé périphériques, c'est qu'on appelle les CSPS d'habitude, et qui va permettre aux sages-femmes, aux accoucheuses, de pouvoir suivre des démarches qui sont déjà standardisées afin de minimiser vraiment les erreurs possibles dans tout ce qui concerne le processus de la consultation prénatale, de l'accouchement et de la planification familiale. Et donc ça va améliorer vraiment les pratiques parce que ça va leur éviter vraiment de faire de ces erreurs qui peuvent être évitées si on standardise. Voilà. Et aussi, on va développer des outils d'exploitation des données pour le compte du programme paludisme afin de leur donner les moyens et les outils nécessaires pour mieux exploiter toute la base de données qui sera créée en matière de prise en charge du palud et améliorer vraiment la prévention. Le projet IDA contribuera donc à mieux organiser la collecte des données statistiques du ministère de la Santé et de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Il faut dire que c'est un projet innovant, mais surtout un projet qui renforce la résilience de notre système de santé. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de difficultés à travailler, à faire en sorte que le paquet d'activités qui doit être offert dans les fonds sanitaires puisse se faire dans de bonnes conditions. Avec cet outil-là, ça permet aux acteurs de terrain qui sont dans ces structures de santé de pouvoir offrir des services de qualité, mais en même temps qu'ils offrent les services de qualité, que les données soient collectées en temps réel et améliorer cette promptitude dans la transmission, mais également la complétude, puisque une fois que c'est fait, c'est automatiquement téléchargé et rendu disponible à qui de droit les différentes structures pour que les niveaux de décision puissent prendre aussi des décisions rapides afin de pouvoir orienter les interventions en matière de santé. Financé à 1,7 milliard de francs CFA par la Fondation Bill and Melinda Gates, la phase pilote du projet intégré e-diagnostic approche sera mise en œuvre dans les districts sanitaires de la boucle du Mouhoun pour une durée de 2 ans. Le projet est au stade d'appropriation et les différents acteurs réunis dans le cadre de cet atelier devront identifier les attentes des directions et programmes du ministère de la Santé et formuler des suggestions. Une collecte de sang pour marquer la journée internationale des volontaires. C'est une initiative de l'ONG Save the Children qui devra fournir au minimum 50 poches de sang au Centre national de transfusion sanguine. Madina Sienou. C'est un appel à contribution volontaire pour soutenir les malades. Chaque poche recueillie permettra de sauver une vie.
La directrice pays de l'ONG Save Children, initiatrice de l'activité, donne l'exemple à son personnel. Cette collecte de sang entre dans le cadre de la Journée internationale du bénévolat, célébrée chaque 5 décembre. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du bénévolat et le don du sang, en fait, nous paraissait vraiment une activité très importante puisque le sang, c'est la vie. Et compte tenu de la situation actuelle que traverse le pays, il y a une nécessité d'avoir du sang. Et donc, voilà, notre engagement, ça montre un peu l'engagement de tous les staffs de Save the Children. On a aussi mobilisé tous les staffs de notre entourage, tous les bénévoles, pour pouvoir donner son sang et pouvoir apporter une contribution pour les enfants, pour sauver des vies. À la fin de cette journée de collecte de sang, l'ONG Save the Children entend fournir au minimum 50 poches de sang au CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Pour l'atteinte de cet objectif, l'aide des volontaires travaillant avec l'ONG est engagée. À l'heure actuelle, on a besoin de sang dans les hôpitaux. Et puis que c'est la fin de l'année aussi, on va assister à beaucoup d'accidents, tout ça là. Donc il faut prévoir vraiment du sang pour sauver les gens. J'ai décidé donc comme ça de donner mon sang aujourd'hui pour permettre aussi à certaines personnes comme moi de pouvoir découvrir la santé. Et aussi, c'est un acte salutaire de bien pouvoir aider nos parents comme ça. L'initiative de cette organisation non gouvernementale est saluée par le CNTS. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, à la quête, n'est-ce pas, de ces sangs. Dans la mesure, n'est-ce pas, que c'est un liquide tant précieux et tant qu'on est dans le besoin, si ce n'est pas un geste, n'est-ce pas, de solidarité sociale, on ne peut pas en trouver. Et de nos jours, dans notre pays, notamment au niveau de Ouagadougou, nous pouvons dire, n'est-ce pas, que le besoin quotidien s'élève, n'est-ce pas, à 150 à 200 postes par jour qu'on n'arrive pas à couvrir. Donc si ce ne sont pas ces gens, n'est-ce pas, d'initiative, ça sera très très difficile pour nous, n'est-ce pas, en tout cas de pouvoir sauver des vies, notamment c'est la vie, n'est-ce pas, des femmes qui sont toujours, n'est-ce pas, les bénéficiaires potentiels et les enfants de 0 à 5 ans. La journée internationale du bénévolat se tient cette année sous le thème « Volunteer for Inclusion ». Pour marquer cette journée, l'ONG Save the Children organise également un atelier bilan pour faire le point de ses interventions au Burkina Faso. L'espoir d'un lendemain meilleur pour la filière Moringa. Le ministère en charge de l'Environnement s'engage à soutenir les producteurs et les vendeurs de cette plante aux multiples vertus pour la santé. La 5e édition des journées promotionnelles du Moringa bat son plein. À Ouagadougou, Céline Thiemtoré, Archibald Boy. Valoriser et promouvoir le moringa, ce produit forestier non ligneux, c'est l'objectif de la 5e édition des journées promotionnelles du moringa qui devrait également permettre aux acteurs de la filière de faire de bonnes affaires. Cette 5e édition, qui constitue une tribune du donner et du recevoir, offrira l'opportunité aux acteurs des PFNL en général et ceux du moringa en particulier de développer le marché intérieur des produits forestiers non ligneux en permettant aux acteurs venant des 13 régions de faire connaître leurs produits et de nouer des relations d'affaires, écouler leurs produits et de générer des revenus, d'apprécier la demande et l'offre et de sensibiliser les acteurs directs sur la problématique liée à la production, la transformation et la commercialisation des PFNL issus du moringa et enfin établir des relations de partenariat entre acteurs. Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique se dit prêt à soutenir la filière. Mon département, en collaboration avec l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité, assure le renforcement des capacités des acteurs à travers l'acquisition des normes de qualité sur un certain nombre de produits, dont ceux du moringa, la formation des acteurs à l'utilisation de ces normes, la certification et la labellisation des PFNL commercialisés. Plus de 50 millions sont prévus en 2020 pour l'ensemble de ces appuis. J'invite donc les sociétés coopératives prêtes pour la certification à prendre attache avec le département du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique. Quant aux acteurs de la filière moringa, cette journée représente pour eux un espoir. Nous croyons que c'est un nouveau espoir pour les
les producteurs et les transformateurs de la filière Moringa de pouvoir vraiment respecter les critères de production et de qualité. Généralement, il y a les marchés, mais nous n'arrivons pas à satisfaire ces demandes, les demandes qui nous viennent, parce que dans un premier temps, pour les producteurs, ils veulent une production de qualité et certifiée. La 5e édition des journées promotionnelles du Moringa vise aussi à faire connaître les techniques de conservation et de transformation du Moringa à tous les acteurs de la filière. Elle se tient sous le patronage de l'ambassadeur du Japon et en collaboration avec One Press et FIMOB. Pendant 5 jours, l'événement sera marqué de conférences débats et d'expositions-ventes. Séance budgétaire à l'Assemblée nationale ce 5 décembre. Le budget de l'État exercice 2020, déficitaire à environ 3%, a été adopté ce jeudi par les députés. 2233,32 milliards de francs CFA de recettes contre 2518,46 milliards de francs CFA de dépenses. La défense et la sécurité sont les départements ministériels les plus dotés en ressources financières. À leur suite, ceux de la santé, de l'éducation nationale et de l'économie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une foire des institutions financières, elle se tient en marge de la 2e édition de la semaine de l'inclusion financière dans l'espace UEMOA. L'événement, on se rappelle, avait été lancé le 18 novembre dernier à Dakar, au Sénégal. Archimède Boy. Des stands dressés, des visiteurs attroupés et des animations. Les banques ont en fait des outils qui puissent les aider à pouvoir maîtriser un tant soit peu de risques. Les institutions de microfinance, coopératives, prestataires de microfinance et les banques se rapprochent ainsi des populations. Cette action s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'inclusion financière dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Nous estimons que cette journée, elle est importante dans la mesure où elle permet de sensibiliser les populations sur les produits et services financiers. Vous voyez, les banques sont là pour présenter leurs offres. D'autres structures sont là, donc des structures comme la nôtre, une association, donc qui est là pour promouvoir l'éducation financière, montrer aux gens quels sont les produits et services financiers qui sont à leur disposition, montrer aux gens comment utiliser les services financiers, quelles sont les conditions d'accès, montrer également les gens comment faire par exemple la budgétisation, comment épargner, comment négocier avec son institution, ainsi de suite. L'inclusion financière permet aux populations pauvres exclues du circuit bancaire classique d'avoir accès à des produits et services bancaires ou non abordables. Le plus connu est le microcrédit. La Banque africaine des États de l'Afrique de l'Ouest a lancé le 18 novembre dernier à Dakar la 2e édition de la semaine de l'inclusion financière dans l'espace UEMOA. Une édition axée sur les enjeux de la digitalisation des paiements pour le secteur financier. Le secteur minier veut contribuer à la relance de l'économie nationale et à la lutte contre l'insécurité. Les acteurs du domaine ont bénéficié lundi d'une formation. Il s'est agi de les outiller sur les réglementations en vigueur et de proposer des solutions pour la sécurisation des sites artisanaux. Archimède Boy. Ils sont venus de toutes les zones minières du pays. Les artisans miniers renforcent leurs capacités pour une meilleure collaboration avec les administrations minières, douanières et fiscales. Au thème de cette rencontre, ils font des recommandations au gouvernement. Nous recommandons la mise en place d'un comité conjoint de réflexion sur un appareil statistique du secteur minier artisanal, le renforcement d'un suivi de contrôle des déclarations de la production artisanale et la facilitation des modalités de paiement des taxes et impôts. L'assouplissement des procédures et des conditions d'obtention de tous les documents relatifs à l'exploitation artisanale au Burkina Faso. Soucieux de la question sécuritaire qui se pose avec acuité sur la plupart des sites miniers, les artisans miniers recommandent la sensibilisation des artisans miniers sur les contextes sécuritaires actuels au Burkina Faso. La sensibilisation des artisans miniers sur leur contribution dans la lutte contre les menaces terroristes et l'insécurité sur les sites.
l'instauration d'une communication dynamique entre artisans miniers et forces de sécurité pour une meilleure collecte de l'information. Faire des campagnes de sensibilisation des artisans miniers sur le bien fondé de leur collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Cette session de formation est une initiative de l'Union nationale des associations des artisans miniers du Burkina Faso, UNAMB. Elle veut contribuer à la relance de l'économie. Cette cérémonie est dans le cadre de relance de l'économie au secteur minier au profit du peuple burkinabé. Et la lutte contre l'insécurité par une bonne collaboration entre les forces de l'ordre et de sécurité avec les acteurs miniers. Parce que nous avons des problèmes de la sécurité sur les sites d'orpaillage. L'UNAMB a par ailleurs souhaité la relecture inclusive du présent code minier, le respect des textes sur le seuil exigé en matière de possession d'or et la redéfinition de l'infraction de fraude dans ce domaine. Il y a 10 ans, les ruines de l'Oropénie étaient inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion de cet anniversaire, le ministère en charge de la culture marque une halte pour faire le point sur les acquis engrangés depuis cette inscription. Les 2 et 3 décembre dernier s'est tenu sur le site des ruines un colloque international sur les défis de la conservation des ruines de l'Oropénie et leur impact socio-économique sur les populations. Ibrahim Compaoré, Soto Justin Dabilé. C'est par une visite du site des ruines de l'Oropénie qu'a débuté le colloque international pour la commémoration du 10e anniversaire de l'inscription des ruines de l'Oropénie sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une soixantaine de participants composés d'archéologues, d'historiens, d'anthropologues, de gestionnaires de sites patrimoniaux venus du Burkina, de la sous-région ouest africaine et d'Europe ont pris part à cette activité du ministère en charge de la culture. Après la visite du site, les participants se sont retrouvés dans la salle de conférence du Centre de gestion et d'interprétation des ruines de l'Oropénie pour le colloque. Faire un bilan de ce qui s'est passé depuis l'inscription des ruines de l'Oropénie sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Essayer de voir en termes de gestion administrative qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution, qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration ou j'allais tout simplement dire regret dans ce que nous faisons. Essayer également de voir en termes d'investissement qu'est-ce que nous avons pu faire pour pouvoir bonifier les sites pour en faire une destination touristique majeure. Ce colloque international a été suivi de la première session du Conseil scientifique d'études de conservation et de mise en valeur du site des ruines de l'Oropénie. Une session qui a permis aux participants de formuler des recommandations en vue de la poursuite de la recherche et de la documentation sur le site. Le colloque a tenu son pari, et le pari premier même déjà de rassembler un certain nombre d'acteurs clés pour la gestion des ruines de l'Oropénie. Je veux parler du conseil scientifique qui est l'organe suprême de réflexion. Je veux parler du comité local de gestion qui est l'organe qui chaque jour s'occupe du bien. Je veux parler de l'administration centrale qui, éventuellement, par la législation, les financements et autres, met tout en œuvre pour que les biens soient gérés. Je veux parler également du monde de la recherche, notamment le monde étudiantin, qui est la relève, faire en sorte que la valeur exceptionnelle d'ici des ruines de l'Oropénie soit transmise aux générations à 1 million d'années, si je peux être très optimiste. Nous avons une feuille de route, nous essayons d'exécuter comme on peut. Et je pense que jusqu'à présent, le ministère est satisfait de l'exécution de cette feuille de route. Et l'arrivée, n'est-ce pas, de ce colloque nous permettra de faire une halte sur ce qui a déjà été fait et sur ce qui reste à faire. 17 communications ont été présentées à l'ensemble des participants à ce colloque international. C'est en 2009 que les ruines de l'Oropénie ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Son 10e anniversaire a été placé sous le thème « Site du patrimoine mondial en Afrique de l'Ouest, défis de conservation et impact socio-économique pour les populations ». On ne peut choisir comment ni quand mourir, mais on peut décider de comment vivre sa vie maintenant. Il n'est jamais tard pour prendre un nouveau départ dans sa vie, ni pour réaliser
de nouveaux rêves. Pensez-y et passez une belle soirée sur BF1. À demain.